sommes de retour après une dizaine de minutes de pause pour le journal. On parlait avant la pause, c'était le député Beausoleil Obekou qui avait la parole et qui faisait donc le parallèle sur la question du Mali. On parle de la nouvelle, l'avant-projet de nouvelle constitution qui a été soumise aux autorités de la transition. C'est le régime de type présidentiel qui est préconisé. Beausoleil Obekou, vous faisiez le parallèle entre l'avant-projet de nouvelle constitution et la constitution de 1992. Oui, effectivement, je disais qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux textes et les deux constitutions. Et là où il y a un peu de nuance, je les relevais. Je disais qu'au niveau de celui ou l'institution qui détermine la politique qui conduit et la politique de la nation, et il faut savoir que la constitution de 1992, pour la constitution de 1992, c'est le gouvernement, et pour l'avant-projet de constitution soumis au président Assimi Goïta, c'est le président de la République. Et l'autre nuance, c'est que le gouvernement, dans la constitution de 1992, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Mais pour l'avant-projet de constitution, c'est que le gouvernement est responsable devant le président de la République. Et il faut le dire, et je crois que cette constitution, beaucoup de constitutions des pays africains sont similaires que l'avant-projet de constitution qu'on propose. Sur cet aspect précis, j'ai envie de dire, quand on déresponsabilise le gouvernement devant le Parlement, et donc il y a ce que Marcel Agbessino appelle séparation étanche. Finalement, qui est responsable devant le Parlement? C'est le président de la République. Si on dit que c'est le régime présidentiel, et puis justement l'avant-projet de constitution l'a dit, on ne peut pas destituer non seulement le président, mais le gouvernement aussi, alors que la constitution en cours et donne le pouvoir au Parlement ou à l'Assemblée nationale de pouvoir voter la motion de censure contre le gouvernement. Et c'est l'une des nuances aussi qu'apporte l'avant-projet de constitution. Et la constitution de 1992 au Mali donne le pouvoir à l'Assemblée de pouvoir destituer même le gouvernement. Et maintenant, c'est fait au niveau de l'avant-projet, l'Assemblée nationale ne peut pas destituer le gouvernement. Et vice-versa, on a encore ajouté que, parce que le président aussi ne peut pas dissoudre le Parlement pour l'avant-projet de constitution en cours. Et l'observation, c'est que le président ne peut pas dissoudre le Parlement. Alors que dans la Constitution de 1992, le président peut dissoudre le Parlement. Donc c'est cette petite différence-là qu'il y a entre les deux. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est que, il faut remarquer aussi, c'est que, et là c'est un peu, c'est aussi intéressant, on dit que l'initiative des lois, incombe au président au gouvernement. Dans l'ancienne constitution, l'initiative des lois incombe au gouvernement et au Parlement et à l'Assemblée nationale. Maintenant, dans la constitution qu'on s'apprête à adopter au Mali, l'initiative des lois incombe au président de la République. Vous voyez, et au Parlement. Alors que ce n'est plus à l'Assemblée nationale, mais c'est au Parlement. Quand on parle du Parlement, donc on parle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors que avant, il n'y avait pas le Sénat au Mali, mais l'avant-projet qu'on a remis au président la fois passée a consacré le Sénat. Donc, ce sont ces différences-là. Mais ce qui est aussi intéressant et que moi j'ai relevé, et j'ai souri un peu quand j'ai lu ça, j'ai un peu souri, et on réaffirme, cet avant-projet de constitution a réaffirmé le fait que les coups d'État sont un crime imprescriptible. C'est mis dans l'avant-projet de constitution. Alors que ceux qui pilotent cette constitution-là sont ici d'un coup d'État. Donc alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'ils seront amnistiés avant ou bien après l'adoption de cette constitution? On ne sait pas. Donc, et ce caractère de consacrer le crime imprescriptible du coup d'État, c'est intéressant pour la démocratie. Donc, ils l'ont réaffirmé. Et
ce qu'il y a, c'est que le petit problème là-bas, c'est qu'eux-mêmes, ils disent ce qu'ils ont fait de mal, ils consacrent cette constitution-là qui punit les coups d'État. Et surtout, ce qui est un peu, ça va engendrer quand même le débat au niveau du Mali concernant un débat concernant la situation des autorités actuelles qui ont fait un coup d'État et qui, au même moment, pilote une constitution qui dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. D'accord. Marcel Agbessinou, de toute façon, c'est un projet. Il appartiendra, je pense, que cela soit, il appartiendra au gouvernement, qui doit le soumettre au Conseil des ministres, au Conseil national de transition, et les Maliens vont passer à référendum. Pendant ce temps, il faudra peut-être expliquer tout ça aux Maliens, éventuellement faire des amendements avant de soumettre. Effectivement, comme eux-mêmes l'ont dit si haut, que cette constitution sera confrontée à des difficultés, des amendements. Bon, étant donné que les juristes disent souvent que la constitution n'est pas une tente dressée pour le sommet, elle doit connaître des innovations, des révisions, des rénovations. Il y en aura toujours des amendements de la constitution qui est en cours au Mali pour consolider l'état du droit et l'unité nationale. Le dernier mot appartient au peuple malien, qui est le contre-pouvoir. On déteste régulièrement que le peuple n'est pas contre-pouvoir, mais le peuple est là pour arbitrer entre les dirigeants. Donc la constitution, la nouvelle constitution, étant donné que c'est un projet, on peut toutefois l'amender, on peut toutefois faire des ajouts, on peut toutefois corriger certaines parties qui ne sont pas adaptées aux urgences de l'heure. Maintenant, il urge aux Maliens d'être éveillés et de mettre certains garde-fous et sauter pour que au fil du temps, à l'horizon, il n'y en aura plus ces coups d'État répétitifs qui mettent à mal ou bien qui déstabilisent le pays et toutes les institutions sont en berne. Ça fait qu'on se retourne en arrière plusieurs années même du développement. Donc, étant donné que eux-mêmes ils reconnaissent, le président de la transition, eux-mêmes ils reconnaissent que il y a le coup d'État constitue des crimes imprescriptibles. Et même au Togo ici, c'est la même chose. Le coup d'État constitue l'un des crimes imprescriptibles. Donc, quiconque qui a osé faire un coup d'État, tôt ou tard, il serait devant les juridictions compétentes pour répondre de ces actes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se méfient en faisant ce coup d'État. Ils se réfèrent régulièrement, lorsqu'ils ont le vin déjà tiré, ils se réfèrent à la base, au peuple, pour avoir l'option populaire, pour au moins assumer la transition qu'on leur avait été confiée, bon gré, mal gré. Je parle le coup d'État là. Du coup d'État, on vient de ce qui est anormal à la normale. Donc c'est ce qui se fait au Mali. Donc attendons de voir si effectivement à la fin de la transition, ils vont effectivement respecter les engagements qui sont pris. D'accord. On revient. On va quitter ce sujet. Oui, mais je voudrais apporter aussi une petite précision. L'avant-projet de constitution actuelle là avait aussi énoncé dans une disposition que le nombre de mandats, on ne peut pas changer l'article qui limite le nombre de mandats. Alors qu'il n'y avait pas ça dans la Constitution. Donc l'Assemblée pouvait changer la Constitution, le nombre de mandats, mais l'article là est intouchable selon la nouvelle Constitution. Mais là aussi, il y a il y a aussi à discuter autour de ça, puisqu'il y a quand même ces constitutions qui disent qu'on ne peut pas toucher, qui énoncent des dispositions qui disent qu'on ne peut pas toucher à la limitation de mandat. Dans ces mêmes constitutions,
on consacre la manière de changer la Constitution. Et on dit que quand il y a 4/5, par exemple, des députés peuvent s'accorder, on n'enlève pas ça. Mais au Togo, lors de par exemple, pour la Constitution qu'on a révisée en 2019, on a eu soin de dire que pour toucher à cet article-là, ça ne relève que du peuple et de l'onction du peuple. Il faut aller au référendum. Donc je crois que ça aussi, on a essayé de corser un peu la manière de... C'est un garde-fou encore réaffirmé et ferme contre le changement de ces articles. Parfait. On prend une autre direction, le Togo, on en parle, le premier sujet du Togo. Il nous faut changer de stratégie, il nous faut changer de trajectoire dans le cadre de la défense des intérêts de nos compatriotes. La gouvernance au Togo sur les 17 dernières années n'a apporté aucune transformation structurelle de taille dans la vie des Togolais. Sur le plan politique, le pays est régenté par le même système depuis 1967. Et puisque la société civile critique n'a jamais été prise en compte, nous avons décidé de former une coalition pour pouvoir peser davantage sur les politiques publiques des gouvernants. Eh bien, c'est en ces termes que Thomas Nete Koumou a annoncé la mise sur les fonds baptismaux d'une nouvelle coalition de la société civile au Togo, baptisée l'IDAO. l'IDAO qui signifie espoir. C'est dans une langue parlée au nord du Togo. Donc, Thomas Dodjinete Koumou est le coordonnateur de la coalition l'IDAO. Le constat, Beau Soleil Obekou, qui a été fait donc par les tenants de cette coalition, c'est que la situation économique du Togo est des plus délétères. Est-ce que, avant même de venir à la constitution de la coalition, vous partagez le constat qu'aujourd'hui, la gouvernance au Togo est en souffrance? La gouvernance en général au Togo n'est pas en souffrance. La gouvernance au Togo se passe normalement comme tout pays. Et actuellement, on peut le dire, la situation économique et sociale est quand même a eu un coup au Togo, comme dans tous les pays du monde. Donc, la gouvernance au Togo se passe normalement. Et le Togo, ce n'est pas moi qui le dis, j'en ai pour preuve, le Togo est primé et souvent pour sa bonne gouvernance. Oui. Et voilà, donc je crois que pour répondre à cette question-là, je crois que c'est pas... Marcel Agbessinou, le constat donc fait par ceux qui dirigent la nouvelle coalition, c'est que sur le plan économique, la situation n'est pas du tout rose. Il n'y a pas eu de transformation structurelle de taille dans la vie des Togolais. Le pays est mal gouverné. Vous partagez ce constat? Le pays est mal gouverné. Vous le savez, je le sais. Les Togolais le savent. Aujourd'hui, le pays est agenouillé. Depuis 1963 jusqu'à 2022, personne ne peut dire le contraire, sauf mon député Beau Soleil qui dit que le pays, il y a la bonne gouvernance au Togo. Mais la bonne gouvernance ne signifie pas que le silence, si les gens gardent le silence radio, cela ne signifie, n'est ni synonyme de la gouvernance. Mais peut-être c'est la résignation. Les gens se résignent, ils ne peuvent plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, aujourd'hui, le pays est un peu mal gouverné. Juste un peu. Il y a la dilapidation des fonds. Il y a la gabegie. Il y a des faits qui sont restés impunis. Il y a des gens qui font des actes barbares. Et aux yeux de tout le monde, personne n'est inquiété. Et aujourd'hui, après les événements de la crise sanitaire de 2019, sauf omission de ma part, il y a une misère ambiante au pays. Il y a une misère ambiante coïncidée avec la vie chère. Les Togolais peinent aujourd'hui avant de trouver le prix de gaz, le prix de carburant. Tout ça là constitue la bonne gouvernance. Si l'un est un peu défaillant, l'autre aussi fait défaut. C'est toujours ça que nous appelons
que la société civile qui a été créée la fois d'un Lidao, dont son premier président n'était Koumou. Donc, eux, ils ont vu à juste titre de toucher de droit la mauvaise gouvernance au pays. Parce que le Togo aujourd'hui tourne dans un cercle vicieux. D'accord. Tourne dans un cercle vicieux. Est-ce que quand on regarde, parce que moi j'ai devant moi quelques extraits du mémorandum publié par la coalition Lidao justement qui dépeint une situation des plus mauvaises. Elle parle d'une cherté de la vie, faiblesse du niveau du pouvoir d'achat qui provoque l'aggravation de la pauvreté dans le pays, situation de la quasi-insoutenabilité de la dette publique, bradage des actifs du pays, accentuation des dérives dans le foncier, l'installation du népotisme au sommet de l'État, faiblesse de l'agriculture, absence du contrôle de la gestion des gisements miniers, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand vous vous dites nous avons la bonne gouvernance parce que nous recevons même des distinctions honorifiques, cela n'est pas faux, est-ce qu'on n'est pas dans un pays où on a deux sortes de citoyens, certains qui sont d'un côté pour qui les choses vont très bien, vont dans la bonne direction, et peut-être, pour reprendre les termes du discours du chef de l'État de 2012, une grande majorité qui vit dans une misère indicible. Oui, au fait, quand on parle de la question qui a été posée, c'est est-ce que le Togo est dans la mauvaise gouvernance ou bien dans la bonne gouvernance? Et j'ai répondu, ce n'est pas moi qui le dis, le Togo est dans la bonne gouvernance. Et je pèse bien mes mots et j'ai donné quand même comme preuve les institutions internationales crédibles ne donnent pas de crédit ou bien ne distinguent pas des pays qui sont mal gérés. Et j'ai donné la preuve. Et maintenant, quand on soutient que le pays est mal gouverné, aussi mal gouverné, il faut apporter ces preuves-là. Et je crois que mon co-débatteur n'a pas apporté ces preuves. Il dit que c'est moi seul qui sais que le pays est mal gouverné, alors que j'ai dit, en dehors de l'observation que nous faisons, et nous qui sommes au Togo, nous faisons, ce n'est pas moi qui ai dit aux institutions internationales de décerner le prix de la bonne gouvernance au Togo. Et ces institutions qui décernent ces prix-là, je ne crois pas qu'ils se basent sur des analyses fallacieuses pour pouvoir, ou bien sur des éléments fallacieux pour pouvoir décerner ces prix-là. Donc, quand on fait de ces analyses, on est très sérieux. Et on se base sur des éléments crédibles et qui sont quand même visibles. On ne parle pas en l'air pour dire que non, le pays est mal gouverné. Je voudrais bien, le Togo, et la gouvernance du Togo n'est pas parfaite. Ça, je le dis clairement. Ce n'est pas parfait au Togo. La gouvernance du Togo n'est pas parfaite, comme dans tout pays au monde. Et quand on parle tout ce qu'on aligne que le pays est mal gouverné, il faut quand même nous appartenons à un ensemble, au niveau régional, au niveau mondial. Dans quel pays c'est bien gouverné plus que le Togo? Dans quel pays il n'y a pas la situation économique désastreuse, ou bien la conjoncture économique ne sévit pas? Quand vous prenez, par exemple, les pays qu'on peut croire qui sont bien gouvernés, tout ça là, je ne vois aucun pays au monde actuellement où chaque jour que Dieu fait, le peuple ne manifeste pas pour demander des meilleures conditions de vie. Quand vous prenez en France, depuis une semaine, il y a la grève des employés du secteur pétrolier qui réclament l'augmentation des salaires parce que leur niveau de vie, leur pouvoir d'achat est drastiquement diminué. Quand vous allez aux États-Unis, les gens réclament, les gens se plaignent de leur situation, les gens se plaignent de leurs conditions de vie. Donc ça veut dire que, je le dis, comme pour répondre à la question, il y a quand même de cette misère-là dans notre pays, où moi je viens d'une zone rurale. Et quand vous allez dans les zones rurales, vous constatez que les gens souffrent. Les gens souffrent, le pouvoir d'achat n'est pas élevé. Et quand le pouvoir d'achat n'est pas élevé, on ne peut pas dire que c'est parce que le pays est mal gouverné forcément que le pouvoir d'achat n'est pas élevé. La gouvernance d'un pays, ça se base sur quoi? Sur les ressources. La gestion d'un pays, c'est comment affecter les ressources disponibles dans le pays aux besoins. Ouais. Alors que dans l'économie et au niveau de l'économie, on le dit, c'est le b.a.-ba de l'économie, les ressources sont limitées. Ouais. Dans toute communauté, alors que les besoins sont illimités. Et ça augmente de jour en jour. Et moi, je suis bien placé pour vous dire que le Togo n'a pas aussi
n'a pas de ressources aussi considérables qu'on le pensait. Parce que, je le dis parce que ça fait 4 ans que je me soumets, je vois clairement le budget du Togo qui se présente devant moi, qu'on étudie avant de le voter. Et à chaque budget, par exemple, le budget passé, ça faisait 1700 milliards. Et 1700 milliards de francs CFA, quand vous prenez ce budget-là, il y a quand même environ 500 milliards et qui sont des subventions, ou bien entre 300 et 400 milliards qui sont des subventions que nous devons avoir. Et les ressources que nous avons au Togo, ça fait moins de 800 milliards qui dans le budget passé. Donc vous voyez, donc quand on parle avant de parler d'un État qui est sur le plan financier mal gouverné, il faut quand même avoir la preuve des ressources qui rentrent dans les caisses de l'État. Mais je ne dis pas que le Togo est champion dans la gouvernance. Il y a des problèmes au niveau de la manière de conduire les affaires du pays et au quotidien. Peut-être on va en discuter tout à l'heure. Il y a la corruption, tout le monde le sait, y compris le gouvernement, en premier le gouvernement et le chef de l'État. Et c'est pour cela qu'on a mis en place des institutions, des structures pour lutter contre la corruption. Alors que la corruption, lorsqu'il y a la corruption et à outrance dans un pays, et ça empêche l'entrée des ressources dans la caisse de l'État et ça diminue la force de l'État à pouvoir faire face aux problèmes et aux problèmes de la misère et de la pauvreté. Marcel Agbessinou, donc vous dites que la coalition Lidao a raison parce que la mauvaise gouvernance, elle est là. C'est vrai que moi, quand je regarde, la coalition a cité un certain nombre de choses, mais est-ce que quand vous regardez le Togo aujourd'hui, le député a présenté la situation un peu économique sur le plan budgétaire et tout, la manière dont le pays est gouverné. Est-ce que vous avez des éléments tangibles qui vous permettent de dire, tiens, on est dans la mauvaise direction? J'en ai assez. Moi, j'ai envie que vous m'en sortiez un ou deux. Oui. L'exemple palpable que les Togolais connaissent, c'est la route Lomé-Bougan. Elle a été finalement faite. Non, c'est fait, mais comment est-ce qu'on a pu arriver jusqu'à finaliser maintenant les travaux? Il y a des fonds qui ont été dilapidés comme ça en l'air. 26 milliards, ce n'est pas quelque chose de petite affaire. C'est ça. Il faut aller à l'intérieur du pays, le Togo profond. Le Togo profond, les gens végètent dans la misère, la grande misère. Il a dit également. Oui. Par exemple, là où on extrait des clinquers entre 3 ou 4 usines là-bas, dans le Yoto, oui. Allez-y voir. Il n'y a même pas des pistes rurales. Il n'y a même pas d'eau potable. Quelles sont les ressources dont dispose le Togo pour pouvoir... C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des ressources maintenant. On extrait même les ressources, d'abord ressources minières. Il y a des ressources minières, c'est l'une des... Qui rapporte combien pour la caisse de l'État? Non, nous eux-mêmes, la fois dernière, vous n'êtes pas sans savoir que la voie qui quitte Tchévier pour Tablibo a été une voie non praticable à l'époque. Et Wassam a financé le bitumage. Et la société Wassam a contribué une partie, à peu près 4 milliards à l'époque. Et 2 ministres ont distribué ça entre eux. N'eût été un accident qui s'est produit sur la voie, un titan a été renversé. Et il y a des investigations. Et voilà, le DG de la société disait que tiens, eux aussi, ils ont contribué au bitumage. C'est à ce moment que le chef de l'État a été informé, selon les informations que nous avons eues à l'époque, c'est à ce moment que le chef de l'État aussi a été informé et il a insu certains de ses ministres et l'enquête a abouti et aujourd'hui la voie a été au moins bitumée. Donc c'est l'une des causes de la mauvaise gouvernance. Allez-y encore dans le Yoto profond, à Kpomé, là où on est aussi le phosphate, ou bien la phosphate. Donc, le phosphate. Allez-y là-bas aussi. Les populations n'ont même pas d'eau potable. C'est l'eau des rivières là que des gens boivent. Donc, c'était un peu... On ne peut pas laisser
hein, est-ce que le port aujourd'hui, est-ce que ça bénéficie vraiment aux Togolais? Les Togolais en bénéficient correctement. Les retours des sociétés qui sont implantées sur le sol togolais, les retours. On ne sait pas quels moyens les expatriés qui gèrent nos ressources minières, on ne sait pas quels moyens les fonds, combien ils gagnent, bénéfices nets, chiffre d'affaires. Mais chaque fin d'année, on nous dit, on vous donne 350 millions pour le social. Donc, il y a beaucoup de choses. Je sais qu'au fond, au tréfonds de mon député, il sait. Mais il ne veut pas exposer son gouvernement parce qu'il est de l'autre bord. Ah Et bon? il est Donc député. Ah bon? C'est toi Alors, qui me confies de quel bord? Mon On vous député- demande d'expliquer, Mon député- d'appuyer ce que vous expliquez par rapport aux Bon ressources. soleil, laissez-les Et vous terminer, attaquez vous aux aurez députés. le temps de réagir tout à l'heure. Allez-y. Donc, rapidement. au pays, nous souffrons de la mauvaise gouvernance. Même le chef de l'État lui-même, il a évoqué, ça fait à peu près 5 ans, 6 ans là, Ouais, 2012. que c'est une minorité qui s'accapare Qui accapare les des richesses. richesses du pays. Donc ça là, c'est une preuve tangible qu'effectivement il y a la mauvaise gouvernance, mais les gens là qui sont des pilleurs ne sont jamais inquiétés. Alors, Beau Soleil, il a présenté quand même une situation qui n'est pas un mensonge. Vous allez dans certains milieux, les infrastructures sociales de base qui peuvent permettre aux populations de rêver d'une vie un peu plus aisée, l'eau potable, les pistes rurales et tout manquent. Et parfois, ce sont des régions dans lesquelles on extrait un certain nombre de choses qui apportent quand même à l'économie du pays. Alors, tout ça mis bout à bout, cela même fait que lorsque le pays reçoit des distinctions, comme vous le dites, les gens se disent, ben, tiens, est-ce que ceux qui font ces distinctions ne sont pas finalement complices de cette mauvaise situation dans laquelle on vit? Oui, mais ils ont quand même raison d'avoir cette impression-là. Mais maintenant, quand on peut parler, hein, lorsqu'on n'est pas aux affaires, on peut parler, dire, aligner ces problèmes, tout ça là. Mais moi, je ne suis pas aux affaires et je suis très étonné qu'un juriste ne met pas une différence entre un gouvernement et un député. Et un député. Et maintenant, il attaque un député alors qu'on lui demande d'expliquer, de donner les éléments qui sous-tendent ce qu'il avance. Et il n'arrive même pas à aligner deux preuves de ce qu'il dit. Mais tout ce qu'il relève, hein, de manière, comment on l'appelle, comme détail, je l'ai dit tantôt, je ne dis pas non. C'est moi qui ai dit au prime abord qu'il y a la misère, il y a la pauvreté. Et que et surtout cette pauvreté, cette misère-là augmente au fur et à mesure qu'on va dans les milieux, on approche des milieux ruraux. Je l'ai dit. Mais la question qui était posée, c'est que est-ce que le pays, il y a la mauvaise gouvernance? Et d'une manière générale, est-ce qu'il faut qualifier le pays, le Togo, d'un pays mal géré? Mais je dis non. Le pays le Togo est bien géré. Sauf que dans la gestion, il n'y a aucune gestion parfaite au monde. Tout ce qu'il cite, j'aimerais bien, étant député et étant citoyen, avoir des conditions que mon peuple ou bien que les populations aient des conditions de vie meilleures, des conditions de vie et de meilleures conditions de vie. Et ceci dit, et tout ce qu'il relève, moi je dis que ça fait partie aussi de la corruption. Et la corruption qui est dénoncée, qu'on doit dénoncer à chaque niveau. Là où je suis, et sur ce plateau, je l'ai dit tantôt que la corruption aussi fait que l'État ne dispose pas des ressources nécessaires pour pouvoir faire face aux problèmes. Et donc, quand on parle de la gouvernance et au niveau du Togo, ce n'est pas moi qui ai mis en place ces institutions-là. Ces institutions qui décernent les prix de bonne gouvernance. Et le Togo ce n'est pas une seule année que le Togo a eu ce prix. Ça a été quand même renouvelé. Donc, allez demander à ces institutions, quels sont les éléments sur lesquels ils se basent pour pouvoir décerner ces prix. Ça veut dire que vous croyez que ces institutions-là ne savent pas qu'il y a ces problèmes-là dans les pays? Ils le savent. Mais nous qui vivons dans ces pays-là, nous savons que au quotidien, nous nous confrontons à ces problèmes. Maintenant, je demande aux juristes
s'il est vraiment sincère avec ce qu'il avance, de me dire quel pays est pire que le Togo au niveau de la CEDEAO. C'est pour dire, si je pose cette question, c'est pour dire qu'on n'est pas content de la situation du Togo, mais le fait de jeter la pierre au Togo lorsqu'on a une occasion de s'exprimer, jeter la pierre à ce pays, c'est comme si c'est un pays, c'est au Togo seulement, je le dis, mais avant, ça c'est très bien, ça c'est très bien, on est au Togo, et d'abord, moi par exemple, je l'ai reconnu, que le Togo fait face, la population togolaise fait face à beaucoup de problèmes. Maintenant, pour régler ces problèmes-là, la corruption mise de côté, je l'ai dit, il faut lutter contre la corruption, comme il le dit aussi, mais la corruption mise de côté, qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui fait que je dis que le Togo n'est pas aussi pire que les autres pays? Parce que je l'ai dit tantôt, avant d'évoquer certains problèmes que vous avez, il faut voir aussi la situation générale. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise que dans les autres pays, tout va bien et qu'au Togo, c'est au Togo que ça ne va pas bien. Je ne suis pas fier de ce qui se passe au Togo, mais je veux dire, c'est une situation générale. Dans tout le monde entier, je viens de le dire. Maintenant, pour revenir au cas d'espèce, au lancement de l'IDA ou Espoir, et ce que je voudrais relever là-bas, ils ont aligné une litanie de problèmes. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec eux sur beaucoup de problèmes qu'on a alignés. On est confronté à ces problèmes-là. Bien sûr, on a fait des propositions mais la question qui se pose, c'est que c'est aussi une organisation de société civile en plus. Ça veut dire qu'au Togo, il y a la liberté d'association, la liberté d'expression. On peut s'exprimer, on peut faire des propositions, on peut interpeller même le président de la République. Alors que sous d'autres, on ne peut pas le faire. Donc, moi, je me réjouis quand moi, je trouve toujours des structures qui décident ou qui se proposent d'intervenir dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale pour apporter des solutions, c'est bien. Mais ce que je voudrais relever, et ils ont dit quelque chose, j'ai quand même écouté leur président Thomas Koumou qui dit que le constat c'est que, je le cite, le constat c'est que nos gouvernants ont leur propre société civile, ils choisissent ceux qui ne sont pas critiques envers eux et c'est avec ces organisations de la société civile qu'ils travaillent. Et ça, c'est l'une des motivations qui fondent aujourd'hui notre changement de trajectoire. Mais c'est ça qui est un peu... Quand j'ai lu ça, j'ai un peu souri. Parce qu'on vient dans la scène publique, sur la scène publique, et on balaie d'un revers de main et ceux qui sont déjà là, qui font aussi un travail. Ils disent que certaines sociétés civiles sont politisées. Alors que la contradiction dans leur propre déclaration. Ils ont fait une deuxième déclaration. Ils disent que ces membres, les membres de l'IDAO, tâcheront de faire le nécessaire pour favoriser la réalisation de l'alternance au Togo avec une alternative sociopolitique et économique à même de permettre une transformation structurelle du pays. C'est le programme de beaucoup de pays, de partis politiques qui s'opposent au pouvoir en place. Ils sont déjà inféodés avec cette déclaration-là. Ça n'augure pas une certaine neutralité de la société civile, politiquement parlant, qui doit être quand même à même de pouvoir critiquer et l'opposition et le pouvoir en place. D'accord, j'ai dit, on a cité les mots que la coalition l'IDAO a relevés, mais il y a des propositions aussi, par exemple, à proposer au gouvernement de faire passer la taille du gouvernement à 20 départements ministériels dans le cadre de l'élaboration du vote du budget 2023, l'optimisation des allocations budgétaires pour 2023, le soutien total de l'IDAO aux femmes qui font face à un différend avec les PAM, modernisation des grands marchés du Togo, modernisation des structures sociales de l'armée avec la construction de 2 hôpitaux militaires, etc. Je ne peux pas les citer tous ici, mais on va quitter rapidement ce sujet. Marcel Agbessinou, coalition l'IDAO, ce n'est pas les coalitions qui ont manqué au Togo. Vous pensez que cette fois, c'est la bonne? Non, ça, c'est trompe-œil. Parce qu'on en a fatigué de la coalition au Togo, que ce soit la coalition venue de l'opposition, la coalition de la société civile, les Togolais en connaissent et ont connu plusieurs de ces cas de
coalition. Et vous serez surpris même, bien, il y a l'histoire est là. C'est eux-mêmes qui se tiraillent entre eux pour simple poste de présidence. La coalition se disloque. Et c'est au jour au lendemain, vous allez voir les têtes qui étaient dans l'ancienne coalition, ils font conférence de presse et ils relancent d'autres coalitions. Ça, c'est comme si c'est un travail décisif au Togo que nous voyons chaque temps à l'approche des élections. Voilà que l'élection législative qui se pointe à l'horizon, il y a des coalitions qui viennent d'être, qui ont vu encore le jour. Donc, que ce soit la coalition de l'opposition, que ce soit la coalition, la coalition de la société civile, c'est pas quelque chose de nouveau sous le chaud soleil. Donc, mais celle-ci a quand même peut-être, c'est moi qui le dis, peut-être pour nouveauté de mettre fondamentalement l'économie, le social au cœur. Ils disent qu'ils parleront aussi de politique, mais c'est fondamentalement économie et social. Ils parleront de la politique, mais cette fois-ci, ils parlent d'abord pour l'économie et sociale. Mais un pays qui est mal géré, politiquement mal géré, il n'y a pas l'alternance, il n'y a pas partage du pouvoir. Une seule personne concentre le pouvoir dans ses mains avec ses amis, ses proches. Je vous dis, cette seule personne a eu plus de 70% de suffrage. Non, il ne faut pas oublier ça non plus. Non, ce que je dis... Quand les Togolais à 70% lui font confiance, pourquoi vous voulez qu'elle aille partager le pouvoir? Mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de ne plus venir en aide de ces Togolais-là qui l'ont voté jusqu'à 70%? Il y a eu des mesures sociales qui ont été annoncées. Mais ces mesures sociales, est-ce que vous êtes un bon Togolais, honnête? Moi, je ne suis pas fonctionnaire, donc je sais qu'il y a eu des mesures sociales annoncées. Donc, ce que je pouvais dire, et je peux dire aussi, que ce soit la coalition de l'opposition, la coalition de la société civile, ce n'est pas ces coalitions qui vont sauver les Togolais. Le mal est ailleurs. Le mal est ailleurs. Il faut analyser un peu les sujets que nous venons d'aborder si haut. Le cas Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry. Est-ce qu'il n'y a pas la société civile là-bas très forte, plus que le Togo? Il y en avait là-bas, il y a Balais citoyen, il y en a marre, etc. Ouais. Mais c'est l'heure de Dieu qui a sonné que il y a aujourd'hui, on parle de la charte de la transition et on parle de 21 mois quelque part. Donc aujourd'hui, moi, je ne fais plus de confiance que ce soit à une société civile, que ce soit à un parti politique d'opposition. Donc ça là, c'est pour retarder le pays. Si ils ne sont pas prêts à faire quelque chose, le mieux, ils n'ont qu'à se désarmer. D'accord. Oui, moi je voudrais dire je voudrais conclure lorsque j'ai évoqué les deux déclarations de la nouvelle coalition et que s'ils accusent certaines sociétés civiles d'être inféodées par certains partis, on l'observe, il y a quand même des sociétés civiles qui, dans leur comportement, font comme si ils sont des substituts des partis politiques du pouvoir comme de l'opposition. Et la preuve est que moi, des fois, quand on dit, on veut faire, par exemple, la CENI, et on demande au pouvoir de proposer un membre de la société civile, on demande aussi à l'opposition de proposer. Donc ça veut dire que nous-mêmes au Togo, on sait que il y a quand même la société civile qui est quand même, et c'est ce que moi je me dis que on doit éviter, une société civile doit éviter. Et lorsque l'IDAO dit qu'il y a certaines sociétés civiles qui sont proches du pouvoir, et il faut qu'ils le disent aussi qu'il y a d'autres qui sont proches de l'opposition. Et elle-même en tant que coalition, s'est démarqué en même temps, il a montré en même temps sa position, elle est très proche de l'opposition. D'accord. Alors, on va changer aussi de sujet, mais je m'en voudrais de ne pas dire ça, parce que quand vous évoquez tout à l'heure le fait qu'on vit une situation de conjoncture plutôt planétaire, les difficultés sont partout, je me demandais, mais par quelle extraordinaire alchimie les autres font pour maintenir le prix du gaz 6 kg à 2000 francs quand nous sommes à 4700 francs. J'ai bien envie d'avoir une réponse à ça, peut-être à une autre émission. On évoquera ce sujet. Mais vous avez beaucoup parlé de corruption. La corruption, justement, la gestion de ce dossier est confiée au niveau du Togo à la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, en abrégé la HAPLUSIA au niveau du Togo. Eh bien,
La Raposia a procédé à la validation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. C'était le jeudi 13 octobre dernier. C'était au cours d'un atelier de validation nationale en présence des membres du gouvernement, des autorités communales, coutumières, entre autres. Le document s'articule autour de 3 axes, à savoir le renforcement du cadre juridique, le renforcement de l'intégrité de l'administration publique et la mobilisation de la population à travers des sensibilisations. Avant de préparer cette émission, Marcel Agbessinou, je suis allé à l'information pour comprendre ce dont il s'agit. Et j'ai été effaré de découvrir que la A+C est mise en place depuis plusieurs années, mais le Togo lui-même n'avait pas une stratégie de lutte contre la corruption. Du coup, ça met la A+C en difficulté. Il n'y a pas une stratégie pour lutter contre la corruption au niveau du Togo. Effectivement, il n'y a pas une stratégie pour lutter contre la corruption au Togo. Mais la Raposia même, c'est un événement, oui, bien une institution mort-née. Une institution mort-née parce que le chef de l'État, l'option viendrait de là. L'option viendrait de là. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que la Raposia peut toutefois enquêter sur les collaborateurs, ou bien enquêter les collaborateurs du père, du chef de l'État? Je ne suis pas sûr. La Raposia, bien que c'est une personne morale peut-être de droit public, mais elle n'a pas cette souveraineté pour enquêter et démanteler les escrocs, les pilleurs de ce pays. Encore faut-il savoir si elle a ses attributions. C'est ça aussi le... Parce qu'on dit beaucoup de choses. Vous vous rappelez, vous avez évoqué tout à l'heure le dossier de la route Lomé-Vaughan-Foin. Oui. Il y a eu la A+C a bouclé son dossier et a confié au tribunal. Il y a eu l'affaire de la Cannes, elle a bouclé et confié à la justice. Donc, si est-ce qu'elle a vocation à enquêter? Moi, je ne sais pas trop, mais j'ai vu qu'il y a eu 2 dossiers qu'elle a quand même confiés à la justice. Et on attend la justice depuis là. Mais il y a aussi, nous parlons quelque chose de la lenteur administrative et aussi les procédures judiciaires aussi peinent avant d'être délibérées. Et à ce niveau, j'ose croire que, non, ou bien normalement, on devait avoir un tribunal spécial pour poursuivre, pour incriminer les gens, que de charger les juridictions traditionnelles avec les mêmes problèmes. La Raposia normalement devait se doter d'une juridiction autonome, comme le cas burkinabé pour les militaires. Il y a la juridiction militaire là-bas qui sanctionne les militaires lorsqu'ils commettent des fautes graves. Donc, en ce temps, on n'aurait pas chargé les tribunaux traditionnels qui sont déjà débordés. La Raposia doit se spécialiser dans sa mission en confiant, en créant, en confiant ces dossiers à une juridiction autonome. Et là, on peut toutefois trancher vite. Voilà que depuis, elle a confié 2 dossiers. Simples 2 dossiers à la justice et jusqu'à ce jour, on n'a même pas enquêté, délibéré. Vous pensez par exemple à un modèle comme une cour de répression des infractions économiques, comme on en a dans un certain nombre de pays, le Sénégal, le Bénin a une criette, le Sénégal également. Oui, c'est tout une cour dédiée à ça. Une cour spécialement dédiée à ça, comme criette au Bénin, qui a mis aux arrêts Madougou, Rikia. Mais la même cour est pratiquement chez nous ici au Togo, que nous appelons SCRIC. Mais la mission est un peu complexe. C'est les investigations et tout. Mais là, comme on est dans un domaine économique, c'est peut-être un peu plus spécifique aussi. Mais le Togo, je vois que notre pays anticipe dans ces domaines plus que les autres. Mais les autres, au moins, s'ils arrivent à le faire, si c'est une ou bien un, eux, ils le font bien. Une fois de bon. Mais nous, on embrasse beaucoup de domaines, on crée beaucoup des institutions, mais on n'arrive pas à les gérer. Sinon, au Togo, il y a SCRIC qui enquête sur des gens. Et normalement, avec SCRIC là, on devait avoir au sein de SCRIC une institution qui devait enquêter sur
les crimes économiques. Les crimes économiques. D'accord. Beausoleil Obekou, donc comme je le disais, n'ayant pas de stratégie de lutte contre la corruption, donc j'ai appris que la Haplusia a confié une enquête à l'INSED qui a permis de démontrer que les sociétés d'État sont minées, en tout cas un certain nombre, je ne vais pas les mettre tous dans le même panier, on m'a dit sont minées par la corruption. Maintenant, il faut des mécanismes pour lutter contre ce phénomène en associant le public et tout, mais en l'absence donc de stratégie claire pour le faire, la Haplusia n'avait pas matière à travailler. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place maintenant. Est-ce que vous ne pensez pas que depuis qu'on a mis en place la Haplusia jusqu'à aujourd'hui, on a comme l'impression que on donne un signal, mais on ne donne pas les moyens pour travailler sur ces dossiers-là? Au fait, la stratégie de lutte contre la corruption qui vient d'être élaborée apporte un plus au cahier de charges que la Haplusia avait eu. Lorsqu'on forme une institution ou une structure, et cette structure a un cahier de charges. Donc, et avec l'évolution de cette structure, on arrive à détecter certains manquements qu'il faut corriger pour améliorer l'efficacité. Donc, au fait, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'y avait pas de stratégie de lutte contre la corruption que la Haplusia a manqué de faire son travail. Non. Bon, vous l'avez dit, il a fait son travail, il a quand même instruit certains dossiers qu'il a confiés à la justice. Donc, il y a quand même un cahier de charge pour toute institution et je crois que la Haplusia pouvait quand même, était vraiment outillée ou bien avait des moyens de pouvoir faire son travail, que de détecter ou d'enquêter sur la corruption au niveau du Togo. La preuve est qu'il y a quand même la Haplusia même qui a mis en place même un numéro vert pour pouvoir appeler, dénoncer certaines choses, tout ça là. Ça veut dire que avec avant la stratégie de lutte contre la corruption, la population était associée à la lutte contre la corruption. Ça veut dire que quand vous prenez les lois de notre pays, le code pénal, même le code civil, et il est demandé à la population de pouvoir dénoncer même certains actes répréhensibles qu'elle trouve répréhensibles. Donc vous voyez que la Haplusia avait quand même les moyens pour son travail. Mais vous ne pensez pas... Actuellement, la stratégie vient renforcer ces moyens-là pour pouvoir faire ce travail-là. En matière de lutte contre la corruption au Togo, est-ce que vous ne pensez pas qu'on agit comme un serpent qui se mord la queue? Tout le monde sait que le phénomène existe. On a des cas qui sont cités, qui sont dénoncés par la presse et par d'autres personnes. Maintenant, on va aller chercher des tests pour punir ça. Mais quand c'est le petit voleur du coin, rapidement, lui, il est appréhendé. Mais qui cherche des tests pour punir? Lorsque on fait des enquêtes, on remet à la justice, il appartient à la justice de faire son travail. Et s'il ne fait pas le travail, ça veut dire que la justice manque de faire son travail. On n'a pas besoin, comme il a dit, on n'a pas besoin forcément d'une institution judiciaire à part pour pouvoir juger ceux qui sont coupables de corruption. Ce n'est pas la première fois. On juge, au Togo, on a eu quand même à juger des gens qui ont fait des détournements de deniers publics. Je me rappelle bien du temps du général Yadema, paix à son âme. On a quand même arrêté des gens. La justice a jugé des gens qui ont été reconnus coupables, qui ont été condamnés à payer même l'argent détourné, ou bien les fonds détournés, à même passer ils ont été condamnés à des peines de prison. Donc maintenant, je crois que ces dispositions-là existent dans le code pénal. Et dans le code civil, on a quand même tout un arsenal pour pouvoir juger les crimes économiques et les détournements de deniers publics, la corruption. Donc, s'il y a défaillance, ça veut dire que c'est au niveau de la justice qu'il faut quand même le faire. Et aussi, vous savez que on n'attend pas la Haplusia forcément pour pouvoir juger, même si la presse enquête
sur comme tu le dis, comme vous le dites, et a des preuves, hein, même si c'est un simple citoyen qui a des preuves soutenables pour enquêter, on peut quand même, à base de ces preuves-là, condamner, juger, condamner des gens. Merci d'être passé dans cette émission. Merci Marcel Agbessinou. C'est avec un plaisir. C'est le premier essai. Oui. Nous présentons tous nos excuses. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'excuses à présenter. Merci à tous de nous avoir suivis. On garde le cap pour le samedi prochain.